quand est-ce qu'on attaque, ou Madame Stéphanie. On verra. Bonjour à tous. Je laisse encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter, enfin quelques secondes, et on pourra y aller. En sachant, je dirais pour Stéphanie et notre invitée prestigieuse, que ce sera enregistré, donc il faut quand même se méfier de toutes les bêtises qui pourraient être dites durant ce webinaire. Massy est consacré à la journée de la femme avec une invitée d'exception, mais vous le savez déjà, on en parlera dans quelques instants, dès que le go sera donné. Bonjour à tous. Bonjour tout seul. Stéphanie est très inquiète. Comme à chaque webinaire que j'ai eu le plaisir d'animer pour le club de Massy, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais bon. Bonjour à tous. Mal. Bonjour. Vas-y, mange encore un peu, si t'as faim, Cléopâtre. Je suis à l'eau. On commence à 35, on laisse encore. Il y a du monde qui arrive encore. Donc on va rester 3 minutes figés comme ça. Okay. Alors si parmi les invités, quelqu'un a une petite chanson, histoire de patienter pour honorer la femme, c'est la journée, on le rappelle, n'hésitez pas, c'est la seule personne qui aura le droit d'ouvrir son micro, et vous n'avez plus que 2 minutes 30. Stéphanie. Oui. Je suis là. Vous souhaitez chanter? On attend vraiment 35 ou pas? Écoute, les personnes sont encore en train d'arriver et c'est pour ça. D'accord, sinon, asseyez-vous, alors prenez place tranquillement. Sachant qu'on est parti pour 2 bonnes heures de webinaire, n'est-ce pas? Non, on va essayer de tenir les délais. Entraînement à quelle heure, Cléopâtre, après? 14h45. Oui, donc on ne traînera pas, on essaiera de vous libérer. Stéphanie, on va donner les dernières consignes, c'est quoi? 13h30, 13h45 grand max ou 13h30? 13h30. 13h30, très bien. Je pense qu'on peut commencer et les derniers... Les personnes suivront. Ouais. Bien, monsieur Constant Odoram. Alors, bonjour à toutes et à tous. Un vrai live, un vrai direct en ce jour du 8 mars, c'est la journée de la femme. Le 10 mars, vous n'oubliez pas, c'est mon anniversaire, mais ça, c'est une autre histoire. Et ce 8 mars, on voulait mettre à l'honneur avec le club de Massy Essonne Handball, bien quelqu'un qui compte dans le paysage du sport français aujourd'hui. Alors, certains, à l'époque, le reprochaient d'être jolie, mais non seulement elle est jolie, mais en plus, elle est talentueuse. Elle a des médailles autour du cou, elle a un enfant dans les bras. C'est l'une des gardiennes de l'équipe de France de handball, Cléopâtre Darleux. Salut, Cléopâtre. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce webinaire. Merci d'être avec nous parce qu'on va voir, tu vas nous parler un peu de ton agenda. On parle souvent d'agenda de ministre ou des phrases du style « je peux pas, j'ai piscine ». Toi, c'est quand même très, très serré depuis quelques mois maintenant. Mais j'aimerais juste avant quand même qu'on fasse un petit focus sur l'actualité du club de Massy avec son égérie et sa directrice générale. Elle déteste que je parle comme ça. Et c'est Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Christophe, merci beaucoup de la présence de Cléopâtre Darleux. Alors le Massy Essonne Handball aujourd'hui est classé 8e au classement. On joue ce soir face à une équipe de Nice et on a encore les possibilités de se qualifier pour les playoffs et pour peut-être prétendre à une montée. Donc on le souhaite grandement. Aujourd'hui, on a souhaité mettre la femme à l'honneur avec Cléopâtre Darleux. Et ce soir, à partir de 18h, on a organisé une table ronde autour de 4 femmes d'exception et d'ambition avant de poursuivre par le match à 20h30. Donc, je suis ravie de vous retrouver. On s'était quitté l'année dernière en juin. Donc, très contente de pouvoir reprendre ce webinaire et merci à toi, Cléo. Alors, avant de partir à la découverte justement de Cléopâtre, Stéphanie, juste, toi, tu es passée par la case handball de haut niveau aussi. Ton regard sur le parcours jusqu'à présent, avant qu'on le décortique, sur le parcours de Cléopâtre. Cléopâtre, on s'est connus en 2010 ou 2011 à Besançon, où on avait joué ensemble déjà. Et c'est vrai que de toute façon, Cléopâtre avait un caractère et des
qualité plus que hors norme et d'où son statut aujourd'hui d'international. Le passage à Brest dans un premier temps avec l'Arvor, puis le Brest-Bretagne Handball. Moi, j'ai passé des années, 3 saisons en tout cas avec Brest, exceptionnelles avec Cléo, parce que j'étais le grand défenseur de Cléo et je sais que je pouvais compter sur elle et avoir une relation de confiance entre défenseur, joueur et puis gardienne, c'est vraiment important. Et elle te mettait une telle pression que tu faisais de toute façon en sorte d'être toujours au top niveau. Parce que derrière, tu savais sinon que tu allais prendre une soufflante et elle te tirait toujours vers le haut. Donc ça, vraiment, voilà, vraiment des moments, en tout cas sportivement et même humainement, je re-signerais pour revivre ces moments-là. Stéphanie, tiens, Cléopâtre, pour situer Stéphanie pour les partenaires, parce qu'ils la connaissent plus comme administrative ou administratrice du club de Massy, c'était quel genre de joueuse, Stéphanie? Ah bah aussi une grande gueule, hein, je vais renvoyer le compliment. Non mais c'est vrai que Steph, surtout, je retiens surtout la dernière saison au Brest-Bretagne Handball, donc c'était notre capitaine, c'est quelqu'un qui était là vraiment pour toutes ses coéquipières, qui aidait toujours, que ce soit les plus jeunes et même les anciennes, à aller de l'avant et en défense, c'est vrai que pour moi la défense, c'est le secteur le plus important. Aujourd'hui, on voit que dans le handball, c'est hyper important parce que ça permet c'est le début de l'attaque aussi parce qu'on peut récupérer des ballons, monter les ballons. Donc Stéphanie, c'était vraiment notre socle et c'était une très grande joueuse et même au niveau du club, elle a apporté énormément parce que c'est quelqu'un, je pense que du coup, vous la connaissez à ce niveau-là, mais qui est plutôt à l'aise dans le relationnel avec les partenaires. Et elle a toujours encore un bel aura. Je sais quand elle revient à Brest, elle est toujours très bien reçue parce qu'elle a encore de très bons amis ici. Et tous les marins-pêcheurs arrêtent les sorties en mer quand elle arrive. Tout le monde est là. Allez, on va s'intéresser en ce jour exceptionnel à Cléopâtre Darleux avec son parcours exceptionnel. Femme d'engagement, restauratrice aussi, gardienne de but, maman, marraine, bref, il y a plein de rôles. Mais j'aimerais juste qu'on revienne, Cléo, sur rapidement un peu ton parcours. Déjà, Cléopâtre, on en parle, ça fait toujours débat ce prénom. Oh, je crois un peu moins. Aujourd'hui, on me fait moins la remarque. Je pense que, je sais pas, je fais un peu peur ou quoi, mais... On a cru au départ que c'était un pseudo pour te faire remarquer dans le handball. Tiens, c'est la reine Cléopâtre et tout. Ouais. C'était pas du tout un pseudo. Non, mais c'est vrai qu'on fait toujours des blagues par rapport à ça, mais bon, moi, ça m'atteint pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me fait aussi la remarque pour Olympe, parce qu'on a choisi un prénom très, très basique, donc ça aide. Mais c'est vrai que ce prénom est tellement particulier, on n'en connaît pas tant que ça. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres. Je sais qu'il y en a en France, mais j'en connais pas spécialement. Mais ça permet quand on est jeune, de créer son caractère, je dirais, parce qu'on est obligé de toujours faire face aux moqueries. Voilà, donc moi, ça m'a bien aidé. Jeune, toi, Cléo, il a fallu te battre. Grande fratrie, l'Alsace, le Haut-Rhin, pas mal de sports. Tu jouais même dans le champ ou handball au départ? Oui, exactement. On est, en tout, on est 9 frères et sœurs. Ah, ça, non, c'est bon. Non, c'est parfait. On voulait te voir et profiter de l'intérieur de ta petite maison à Brest. Oui, 9, dont 5 frères et sœurs issus des mêmes parents. Et c'est vrai que on était hyper proches, donc il fallait toujours un peu faire preuve de caractère dans cette fratrie-là. Mais on a fait du sport tous ensemble. Avec mes 2 grandes sœurs, on a joué au handball. Les garçons, c'était plus le rugby. Et c'est vrai que je jouais aussi sur le terrain jusqu'à l'âge de 14 ans, où là, j'ai dû choisir, entre guillemets, le poste de gardienne, quoi. Il a fallu Est-ce que ça t'a forgé le caractère déjà, quand même, d'être confronté à des frères et sœurs comme ça, d'être nombreux pour trouver sa place? Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr que ça m'a vraiment forgé au niveau du caractère. En plus, j'étais au milieu, donc c'est vrai qu'il y a les 2 plus petits ensemble, les 2 plus grands, donc on doit un peu se batailler. Et en plus, après, aujourd'hui, on s'entend très bien, mais il y avait toujours des petites chamailleries, hein, donc c'est sûr que d'être issu d'une fratrie, ça aide aussi, surtout dans un sport collectif, parce que je pense que c'est aussi pour ça que je suis dans un sport collectif. Moi, j'ai toujours été habituée à être entourée. Et voilà, là, j'ai l'impression, même si c'est pas comme la famille, hein, mais il y a toujours cette impression d'être entourée de coéquipières comme un peu une famille.
Cléo, je vais faire un peu de prof. Tu es vraiment dans un sport collectif, parce que j'ai côtoyé dans ma carrière de commentateur beaucoup de gardiens ou de gardiennes, que ce soit au foot ou au hand. C'est vraiment un sport collectif quand on est gardien de but ou gardienne de but? Bah, c'est sûr qu'on est tout seul dans notre zone, mais c'est collectif. C'est indéniable parce on a besoin les uns des autres. On a besoin voilà, des grands défenseurs, on a besoin de communiquer avec toutes les filles. Mais c'est vrai que on est quand même un petit peu tout seul de temps en temps. C'est ce qui fait la particularité de ce poste. C'est qu'il y a des moments où on est livré à nous-mêmes. C'est un poste très exigeant et très important. Mais quand même, c'est quand même un sport collectif, gardien de but, oui. Alors, tu viens de l'Est, tu as joué en Alsace, tu es passé par Besançon, puis après cap à l'Ouest avec l'envie de découverte, de changer un petit peu de monde, d'univers. Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé à Besançon. Ensuite, j'ai fait 2 ans à Paris où là j'étais professionnelle du coup à 18 ans, où j'ai joué avec de grandes joueuses aussi à l'époque. Sophie Herbrecht, les sœurs Baudouin, il y avait Siraba Dembélé, enfin il y avait plein de grandes joueuses. Donc c'est là que j'ai fait mes débuts en équipe de France. Et donc ensuite je suis partie à Metz. Pareil, dans toujours le souci d'évolution, parce que Metz à l'époque c'était le plus grand club français. Du coup, j'ai fait 2 ans à Metz. Donc là, je jouais pareil avec Amandine Leno, je partageais le poste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais aussi envie à cette époque-là, du coup, j'avais quoi, 22 ans, j'avais envie de jouer plus, d'avoir plus de temps de jeu et de voler un peu mes propres ailes. Du coup, j'ai eu cette belle proposition de l'Arvor, et qui était à l'époque deuxième, qui était en pleine évolution, un club en pleine évolution. Et du coup, j'ai tenté l'aventure, voilà, à l'Ouest. Et là, bah, Avec une drôle d'aventure, alors ça a bien fonctionné au départ, et puis il y a une rétrogradation administrative pour des problèmes financiers. Et toi, aujourd'hui, qui es devenu aussi chef d'entreprise, est-ce que ça t'a déjà ouvert les yeux sur la complexité d'avoir un budget et de s'y tenir? Et on va faire rentrer tous les gens qui sont en salle d'attente aussi. alors, à l'époque, pas tant que ça. Enfin, donc j'avais quoi, 22 ans. Donc l'année s'était très bien passée. La rétrogradation s'est fait vraiment à la fin de saison. Donc nous, donc à l'époque, c'était 2012. Donc je partais en préparation pour les Jeux Olympiques de Londres. Et quand j'étais en préparation, je ne savais pas encore que le club allait être rétrogradé. Donc c'est vrai que c'était très particulier. Et on l'a su pendant les Jeux. Et du coup, c'est vrai que donc, ça a été assez compliqué pour trouver un club au départ. Mais c'est sûr que je me suis rendu compte que c'était compliqué. Mais à 22 ans, je pense qu'on n'est pas, en guillemets, bon, bah, on passe à autre chose très vite, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus la complexité des choses. Quand on voit aujourd'hui le club, par exemple, de Bourg-de-Péage qui est dans la difficulté, qui a un déficit énorme, aujourd'hui, ça m'atteint plus, même si c'est pas mon club. Bah, je me dis c'est problématique. C'est problématique pour le handball féminin, pour la LFH, et ça me pose beaucoup plus de problèmes. Alors qu'à l'époque, même quand il y a eu Nîmes en 2016, il me semble, 2015 ou 2016 ou 2017, qui ont été rétrogradés, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ça pose aussi peut-être le problème de la rentabilité du sport au féminin. On va parler de tout ça, de ce déséquilibre qui existe de temps en temps. Est-ce que tu penses que ça a son influence? Moi, je pense pas forcément. Je pense que c'est plus une question de personne, parce que au final, il y a des petits clubs qui savent très bien tenir leur budget, et je pense que moi, c'est une question de voilà les personnes qui sont à la tête des clubs, qui connaissent très bien leur budget et qui savent très bien ce qu'ils font. Et pour moi, c'est plus ces personnes-là qui, enfin, comme je pense dans plein d'entreprises, s'il n'y a pas les bonnes personnes qui sont voilà, à la direction, ça peut poser problème. Comme par exemple le restaurant que j'ai ouvert en 2016 ou 2017, je ne sais même plus maintenant. On a eu des problèmes au départ parce qu'il n'y avait pas les bonnes personnes qui étaient à la bonne place. Et pour moi, voilà, tout est une question de gestion. Alors, tu n'as pas encore fait Koh-Lanta, mais on va au jeu de la boussole, c'est le même principe. On a parlé de l'Est, de l'Ouest. Moi, tu me parles de Nord avec une découverte d'une culture différente, d'une langue différente. Alors, je pense que c'était plus l'anglais, mais l'expérience au Danemark avec de bons résultats sportifs, c'était juste après l'épisode justement en Bretagne. Ça fait quoi tu t'es senti déraciné de partir sur un autre championnat? Complètement. C'est vrai que donc en 2012, c'était
Je parlais pas très bien anglais en plus à l'époque, donc je me suis retrouvée au Danemark. Donc heureusement, il y avait Mouna Cheba qui avait même joué avec nous, avec Steph et moi à Besançon, donc qui parlait français, qui est joueuse tunisienne. Donc elle m'a un petit peu aidée, mais c'est vrai que j'ai été obligée du coup de parler anglais. Pareil, j'allais à l'école, donc j'apprenais le danois en anglais. Donc Alors, c'était quoi, du coup, par exemple, le rythme de vie pour t'adapter au mieux au club de Viborg? Là-bas, tout était tourné autour du handball. Faut savoir qu'au Danemark, c'est vraiment un style de vie complètement différent. On se lève plus tôt, on se couche très tôt aussi. Et en gros, tout était tourné autour du handball, c'est-à-dire qu'on avait une grande salle où toute la journée il y avait du handball, du mini-hand au senior. Il y avait des garçons, des filles qui étaient au plus haut niveau. À côté de ça, il y avait une énorme salle de musculation, fitness, où là, il y avait toutes les personnes de la ville qui venaient s'entraîner, du plus jeune au plus vieux. Hein. C'était impressionnant de voir les personnes âgées qui allaient justement faire de la musculation. J'ai été choquée par rapport à ça. Voilà, il y avait un self. C'est vrai que tout était très bien tourné. On mangeait ensemble. Et du coup, on s'entraînait très tôt. On s'entraînait souvent 2 fois et c'était pareil tôt, 9h. Le deuxième entraînement était à 13h, donc c'était très particulier. Et à 15h, voilà, il faisait presque nuit et 17h, il n'y avait plus personne dans les rues, donc c'était très particulier, surtout après une saison dans l'Ouest où on sait très bien que les Bretons sont bien festifs. Donc j'avoue que j'ai un peu eu du mal au début, surtout voilà, à 23 ans, c'est vrai qu'on est. Et quand on fait du hand, tu vis vraiment du handball, c'est un sport vraiment professionnel déjà pour toi, tu as ton appartement, comment ça marche? Ah oui, complètement. De toute façon, j'ai été pro à 18 ans et donc j'ai été voilà, complètement professionnelle. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Après, j'ai voulu continuer des études. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé. Tu avais eu trouvé. un moment cette idée de double projet, justement. Est-ce que je fais vraiment du hand pro ou est-ce que je fais autre chose à côté? Du coup, j'ai été plus. Après, ce qu'il y a eu aussi, c'est que j'ai été en équipe de France pratiquement dès mes premiers contrats professionnels. Du coup, j'ai vite vu que ça allait être compliqué. Et en plus, comme j'ai pas trouvé tout de suite le secteur qui m'intéressait, j'ai arrêté tout de suite mes études. Enfin, à 19 ans, quoi, j'ai arrêté mes études. Et du coup, je me suis lancée complètement dans le monde professionnel. Après, c'était pas plus mal. Enfin, aujourd'hui, je me dis, bon, si j'avais une fille, moi j'ai une fille, mais si j'avais une fille professionnelle, je lui dirais de continuer ses études, ça c'est sûr, parce que pour moi, c'est très important de garder ce double projet. Mais après aussi, en même temps, on peut pas tout faire en même temps. Pour moi, l'équipe de France, aujourd'hui, et quand on joue dans un club qui joue la Ligue des Champions, on a un planning infernal. Après, quand on est jeune, on peut faire à 20 ans, on n'a pas la même, je dirais, capacité que quand on en a 30, voire plus. Donc, on peut faire plus de choses en même temps, mais quand même, pour moi, c'est important, je pense aussi, de se consacrer à 100% au handball. Et du coup, oui, donc quand j'étais à Viborg, j'étais complètement professionnelle. C'est très professionnel. Tous les matchs, ils passaient sur les chaînes publiques. Faut savoir, enfin, ils ont une chaîne, c'est la 2, quoi, la 2. Donc tous les matchs passaient sur comme France 2 chez nous. Donc ça, c'était. Et que ce soit du hand féminin ou masculin. Là-bas, c'était vraiment la même chose, voire plus pour le handball féminin. Donc, Alors, ce qui est intéressant, Cléopâtre, c'est qu'au fil de la conversation, on comprend qu'il y a pas mal de facettes qui interviennent dans la construction d'une championne. Après l'épisode au Danemark, retour en France. Dernier point cardinal, c'est le Sud. Direction Nice. Et puis, très rapidement, ensuite, ça va se bousculer un peu. Tu disais que tu voulais te concentrer et consacrer exclusivement au handball. Si ce n'est que quand on est une jeune femme, qu'on est en couple, il peut y avoir un désir de maternité. Comment s'est passée toute cette démarche? Alors, donc oui, je suis allée à Nice en 2014. Donc mon mari, qui avait fait une saison avec moi au Danemark, vu qu'il est kiné, est retourné à Brest. Donc déjà, Quand ils t'ont recruté, c'était obligatoirement, il faut prendre mon chéri? pour aller au Danemark? Alors, pas forcément. Après, c'était une envie aussi de sa part. Pour moi aussi, c'est sûr que c'est plus simple, une relation à distance, c'est quand même compliqué. Donc, on a voulu essayer de faire comme ça. Ça s'est très bien passé parce qu'il était kiné de l'équipe. Du coup, pour nous, c'était vraiment, vraiment chouette. On a été beaucoup ensemble, mais ça s'est très bien passé. Après, il a dû retourner à Brest parce qu'il a son cabinet de kiné. Du coup, il ne pouvait pas aller ailleurs au final. Du coup, je suis allée 2 ans à Nice en attendant que le club de Brest remonte. Du coup, C'était vraiment dans ta tête, tu t'es dit, dès que Brest est de nouveau
dans le coup, faut que je retourne là-bas? Ouais, c'était parce que j'avais vraiment passé une super année à Brest en 2011 et au final, le club m'avait demandé de revenir, mais en D2 pour moi, par contre, c'était pas du tout une perspective. Enfin, j'ai pas du tout envie de jouer en deuxième division. Et du coup, voilà, j'attendais que le club remonte. Je savais que c'était un souhait. Ils avaient construit une grosse arena. D'ailleurs, Steph, je crois que toi, tu es retourné l'année construite. Elle a après. participé à la construction, je crois, Stéphanie. Exactement. Voilà. Et du coup, voilà, moi, mon objectif, c'était de rentrer à Brest. Le souhait d'être maman, c'était quelque chose que j'avais toujours envie, même depuis ma jeunesse, à 20 ans déjà, j'avais toujours... Tu savais que logiquement, ce n'était pas compatible avec le haut niveau, pourtant. Complètement. Voilà, c'était pas du tout compatible. De toute façon, on voit que... déjà, les blessures, c'est compliqué de gérer une blessure parce qu'on est absente, et une grossesse, c'est pareil. On sera pas forcément sur le terrain. On sait qu'on va louper une compétition, on va louper des matchs. Un an. N'oubliez pas de couper votre micro. Non, il comprend pas pourquoi tu dis que tu peux. Alors, voilà, on voit qu'on est très intéressé par cette conversation. Du coup, c'est vrai que du coup, de tomber enceinte, on sait qu'on va louper. Je déteste ça, tomber enceinte, comme si tu tombais dans l'escalier. J'en ai de la femme. Honnêtement, j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants. Tomber enceinte, c'est vraiment, tu es tombé malade, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Faut corriger ça, mesdames, faut corriger ça. Ouais. Donc, alors comment alors je vais dire d'avoir la chance de devenir maman. Pour moi, c'est un souhait, toute ma carrière, c'était un souhait de devenir maman. Et au final, donc quand je suis retournée sur Brest en 2016, donc j'avais un contrat de 2 ans, mais ça a jamais vraiment été comment dire, j'y pensais, mais pour moi, je le mettais toujours de côté. C'était quelque chose que je repoussais, une échéance que je repoussais. Et je pense le fait que je vois plusieurs femmes donc sportives de haut niveau qui l'ont fait, déjà ça va montrer que c'était possible, qu'on arrivait à revenir au plus haut niveau, parce qu'il faut aussi revenir au niveau. Sincèrement, tu as eu peur, parce qu'on est en période présidentielle, c'est dans les débats. Dites-moi, Cléopâtre, les yeux dans les yeux. Tu as eu peur de ne pas pouvoir retrouver ton niveau et retrouver l'équipe de France? Ouais, complètement. Hein. C'est sûr que en tout cas, je me suis posé la question. Je me suis dit, punaise, ça va être difficile de revenir, de retrouver ma forme physique. Est-ce que je vais être capable aussi de laisser ma petite fille à la maison, de partir des mois sans elle? Est-ce que je vais retrouver mon niveau? Ça, c'est la plus grande question. Physiquement, est-ce que je vais retrouver aussi, je vais avoir autant de souplesse, autant de force physique? C'est des questions qu'on se pose. Et puis le mental, tu le soulignes, est-ce que la championne, l'athlète de haut niveau, c'est le mental qui fait la différence aussi. Ouais, complètement. C'est vraiment le mental, et c'est pour ça que je me suis fixé des objectifs et que j'ai réussi aussi à les tenir, parce que je trouve que c'est important aussi de se fixer des objectifs. Après, sur le fait de partir aussi en tant que maman, c'est difficile. De partir 1 mois, 2 mois, c'est difficile pour la mère. Bon, l'enfant encore, je pense que pour lui, ça se passe plutôt bien, mais pour le papa aussi, ou la maman, du coup, si c'est un couple, mais pour le papa, ça peut être aussi très compliqué. Et pour moi, c'était ça. Tu as eu des moments de préparation là, sur les dernières grandes compétitions, les Jeux Olympiques, les Europes ou les Mondes. Tu as déjà eu des moments de spleen, un petit peu de détresse psychologique pendant le stage de préparation, peut-être moins pendant la compétition? J'en ai eu, alors surtout la première compète, parce qu'avant ça, j'ai fait le championnat d'Europe. Donc Olympe avait 1 an. Et donc là, je suis partie vraiment 1 mois complet sans l'avoir. Là, ça a été dur. C'est vrai que de ne pas l'avoir autant de temps, de voir le papa qui galère, qui pète des câbles, il est hyper patient, de l'avoir au téléphone et au final qu'elle pète un câble au téléphone parce qu'elle ne veut pas me voir au téléphone, elle veut me voir en vrai. Le matin, elle ne voulait pas se lever de son lit parce qu'elle voulait maman, elle ne voulait pas papa. C'est vrai que toutes ces choses-là, on culpabilise, quoi. C'est vrai qu'on culpabilise. Moi, je me suis dit, punaise. Tu t'es vu un jour dire bon, allez, j'arrête tout, j'en ai marre, je préfère dire stop? Ah oui, bah oui. Alors à cette période-là,
ce qui était bien, c'est que j'avais plusieurs coéquipières qui étaient mamans. Donc, il y a Siraba Dembélé, qui a des jumeaux d'ailleurs, qui avaient le même âge qu'Olympe. Donc, c'est vrai qu'on a vécu à peu près la même chose. Donc, on a eu nos petites crises de doute à des moments différents. Donc, ça, c'était bien parce qu'au final, on a pu aussi se soutenir le moment où elle, ça allait pas. Enfin, moi, j'étais là et vice-versa. Et il y avait aussi 2 autres mamans dans l'équipe, les 2 autres gardiennes. Donc, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'en parler. Donc, moi, je pense que le plus important, c'était d'en parler. Et au final, ça s'est très bien passé. Et après, au final, pour les Jeux Olympiques, ça a été aussi particulier parce que là, c'était 2 mois, donc c'était quand même compliqué. Mais le papa, c'était un peu plus habitué, il était plus en confiance. Du coup, ça aussi, ça m'a beaucoup rassurée. J'imagine que c'est quand même une grosse organisation. On va pas se lamenter, surtout pas. C'est pas l'idée, mais c'est vrai que c'est différent d'une maman classique qui travaille en entreprise ou qui a sa propre boîte ou qui est salariée. Bon, c'est le dépôt à la crèche et tout, mais il n'y a pas ce mois d'absence, ces 2 mois d'absence pour préparer une compétition, vivre une compétition, vivre aussi de l'émotion très forte. Donc, il peut y avoir un décalage après avec le retour à la maison, mais ça va être compliqué l'organisation quand même. C'est le mot, c'est organisation. Voilà, il faut être organisé parce qu'on a des plannings du coup qui changent d'une semaine à l'autre. On les reçoit pas 2 mois en avance, donc voilà, il faut s'organiser vite. Après, ce qui est important, moi la chance que j'ai, c'est que j'ai aussi ma belle famille qui est juste à côté. Donc s'il y a un imprévu, ça fait du bien, voilà, d'avoir papy, mamie qui sont là. Et aussi, j'ai une nounou qui est vraiment top et qui peut garder les nuits s'il faut, les week-ends, qui regarde pas la montre si j'arrive en retard, si j'ai un entraînement qui prend du retard, parce que ça aussi, je peux pas dire ah c'est l'heure, je m'en vais quoi. À 17h, si l'entraînement était prévu de finir à 17h, je peux pas dire je me casse quoi. Donc alors après, justement, quel est le regard des coachs? Ça passe sur ma tête. Léo, quel est le regard des coachs? Est-ce qu'il a changé sur toi, que ce soit en club, soit Olivier Crumbles en sélection? Est-ce qu'il te gère émotionnellement, psychologiquement différemment depuis que tu es maman? Non. Alors, je trouve. Alors, Olivier, oui, parce qu'il est papa. Alors, du coup, je pense qu'il comprend beaucoup. Oui, il a ce côté paternaliste, il peut comprendre certaines choses différemment. En plus, la chose. Alors, moi, j'essaye d'être. Par contre, j'en parle pas. Enfin, c'est vrai que quand je suis en équipe de France ou même en club, je suis comme les autres. Je parle pas du tout de ma fille. Enfin, je vais pas me plaindre ou quoi. Parce que je sais qu'à la base, au début, déjà quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, ça a été quand même pas très bien vu. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu dans ma tête. Pas très bien, c'est-à-dire pas très bien vu par tes dirigeants, par ton entraîneur, par tes coéquipières? Alors. Par ton mari? Non, je plaisante. Non, plutôt. Alors le coach, non. Alors comme ça, bien sûr, ils étaient contents devant moi, mais je sais très bien que ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant moi, il y a eu une autre joueuse qui est tombée enceinte, parce que pour le club, c'est ça, tomber enceinte, je dirais. Bien, chaque mois son important. Ouais, et donc c'est une joueuse qui venait d'arriver au club, et une star, très gros salaire, truc de fou, et elle est tombée enceinte 3 mois après. Donc du coup, ça a été vraiment pour le club un moment assez difficile parce qu'ils avaient tout misé sur elle et que ils attendaient beaucoup d'elle et qu'elle n'avait pas prévenu qu'elle allait tomber enceinte. Et du coup, ils l'ont très mal pris. Et donc moi, au final, 3 mois après, je l'ai annoncé en avril, un 1er avril en plus, j'annonce ça, super. Et du coup, j'annonce que je suis enceinte. Et c'est vrai que comme il y a eu cet événement-là avant, ils l'ont eu un peu de travers, au travers de la gorge. C'est surtout des remarques en fait, qu'on a pu me faire. Justement, le fait, avant de signer ton contrat, tu aurais dû me dire que tu voulais avoir un enfant. Il n'y a rien de... On est d'accord sur les contrats, on parle aussi de certaines évolutions avec des conventions, etc. Dans le contrat, il n'est pas spécifié interdiction de tomber enceinte. Non, de toute façon, c'est interdit. Je sais qu'il y a eu le cas d'une Française qui voulait, je crois, en Italie, il me semble, je crois, au volley, qui s'est fait virer justement parce que, elle est tombée enceinte, bref. Mais non, et donc ils n'ont pas le droit de mettre ça dans les contrats, donc non. Par contre, ils souhaitent qu'on les prévienne avant de signer un contrat. Et c'est pour ça que souvent, ils ne veulent pas nous faire signer des contrats trop longs.
Parce qu'à l'époque, justement, j'avais signé un contrat de 3 ans. Donc, c'est vrai que j'étais enceinte au bout d'1 an, 1 an et demi. Mais par contre, c'était pas prévu. Enfin, du coup, c'était une envie, mais c'était pas quelque chose de prévu. Et du coup, voilà, avoir ce sentiment de devoir se justifier en fait auprès de son employeur, je trouve ça quand même grave, quoi. Voilà. C'est le monde de l'entreprise aussi, parce qu'un club, c'est une entreprise. Oui. Cléopâtre, tu l'as dit toi-même, voilà, tu es passé par différentes étapes, tu t'es un peu renseigné, un peu rencardé sur la faisabilité d'être maman et de garder un statut de joueuse de haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, en club, en sélection, sans les citer bien évidemment, des coéquipières t'interrogent sur cette organisation que ça nécessite, parce qu'elles ont peut-être aussi ce désir futur? Ouais, complètement. J'ai beaucoup de joueuses qui me demandent comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, enfin tout le déroulé pendant la grossesse, l'activité sportive, qu'est-ce qu'on peut faire, les intervenants aussi, les sages-femmes, les médecins. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout un entourage à avoir quand on est enceinte et sportive, et aussi pour la reprise, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place. C'est vrai que c'est des discussions qui commencent à être un peu au centre voilà, des sujets, parce qu'on voit de plus en plus de joueuses professionnelles qui ont envie de devenir maman, parce qu'elles voient des témoignages de mamans chez qui ça s'est très bien passé, et au final, j'en connais pas chez qui ça s'est mal passé. Donc aujourd'hui, je vois que des sportives mamans qui sont épanouies. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu le dis, tu poses toi-même la question. La réponse, tu l'as un petit peu en partie, puisqu'il y a des choses qui sont faites avec le groupement des joueuses. Alors, la fédération, elle est plutôt suiveuse dans l'histoire qu'initiatrice du projet. De quoi il s'agit exactement sur cette convention? La convention collective, donc, qui s'appelle Diane, qui a été signée l'année dernière. Donc elle permet aujourd'hui d'avoir un maintien de salaire de 12 mois en cas de grossesse ou d'arrêt de travail prolongé. Parce qu'avant, il faut savoir qu'une joueuse qui, par exemple, se blessait, qui avait les croisés, elle avait qu'un maintien de salaire de 3 mois. Donc c'est vrai que... Pour les croisés, c'est un peu court. Bah oui, complètement. Donc en cas de grossesse, c'était pareil. C'était 3 mois. Donc c'était 3 mois de maintien de salaire. N'oubliez pas de fermer au micro. Là, c'est Monsieur Bobin, je pense, qui a le micro ouvert, si je comprends bien. Et après, du coup, c'était à la bonne volonté du club. Donc, s'ils voulaient faire le maintien de salaire ou pas. Moi, j'ai eu la chance à Brest d'avoir ce maintien de salaire pendant tout au long de ma grossesse. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis, qui a été signé. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi les congés payés. Donc, avant, on avait 6 semaines, contrairement aux hommes qui en avaient 7. Donc, aujourd'hui, on passe à 7 comme chez les garçons. Et pareil, après, c'est sur le salaire minimum qui a un peu augmenté. Je crois que c'est 1600 brut, quelque chose comme ça. Il y a une interactivité avec les autres disciplines professionnelles? Pas beaucoup. On ne discute pas tant que ça. Alors, au final, une interactivité, hein, c'est ça ta question, hein? Oui, tout à fait. Alors, il y a de plus en plus. Enfin, moi, c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus au sport féminin. Donc, avant, c'est vrai que, on est un peu centré sur soi, donc on n'y pense pas. Mais aujourd'hui, j'essaie d'échanger beaucoup plus avec que ce soit des basketteuses, des volleyeuses, des rugby-women aussi. On échange sur ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Où est-ce qui serait dommage, c'est que chacun avance un petit peu dans son coin, et puis que finalement, tout le monde, ça ne profite pas à tout le monde. Complètement. Rassemblés, vous seriez plus forte. Exactement. Et aujourd'hui, rien que la convention collective, elle a fait beaucoup parler. Donc, il y a eu énormément de personnes dans d'autres sports qui ont partagé le fait que c'était super d'en avoir une déjà, parce qu'il y en a qui n'en ont pas du tout, qui avaient envie de faire la même chose. J'ai eu des discussions aussi avec, par exemple, le président de la Fédé de basket, qui a aussi envie de mettre ça en place. Donc je sais qu'en tout cas, c'est en pourparlers, et que en tout cas les sports co féminins sont sur la voie justement d'une convention également. Alors,
le sport co féminin, alors tu dis, voilà, vous essayez maintenant de vous unir au fur et à mesure. Toi, tu as toujours fait beaucoup parler finalement par tes performances sportives. Les marques aussi ont été intéressées par toi au-delà d'être maman. C'est compliqué de sortir du lot comme ça, d'avoir ses propres contrats individuels, d'être ambassadrice de marque. Alors, je pense que c'est compliqué pour le sport collectif. C'est vrai que dans le sport individuel, ça a été pour eux normal parce que déjà, il y a quelques sports qui sont moins professionnels. Donc, les athlètes sont obligés d'aller justement chercher des marques, des partenaires. Oui, là, c'est du chacun pour soi. Là. Exactement. Et nous, c'est pas du tout dans nos mœurs. Enfin, il me semble qu'à part Nicolas Karabatic, voilà, il n'y avait pas énormément de joueurs qui développaient voilà, leur image sur les réseaux, par exemple. À l'époque, déjà, il n'y avait presque pas de réseau, de toute façon, donc c'était pas faisable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus faisable pour les athlètes et pour les handballeurs, handballeuses de le faire. Je pense que ce qu'il faut, c'est tout simplement être soi. Je pense que les marques peuvent être attirées par les personnalités. Ce qui est important, c'est, je pense que, enfin, ce qui est important, je ne vais pas dire c'est d'avoir une personnalité, non, mais c'est en tout cas de. Ça peut ne pas suffire. Ça peut ne pas suffire la personnalité. Ça peut ne pas suffire, mais après, il faut être soi tout simplement. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très importants dans les carrières de sportifs de haut niveau. Pour moi, ça devrait être quelque chose de limite d'enseigner dans les centres de formation ou les pôles, parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment accompagner les carrières, en tout cas, de sportifs de haut niveau. Pour moi, aujourd'hui, c'est un complément de revenus et pour moi, c'est primordial. Là, on voit que c'est aussi une facette de ta personnalité. Tu as réfléchi avant de devenir maman, tu as réfléchi à tes choix de carrière, tu réfléchis à la gestion de ta communication, au choix des entreprises qui te démarchent, etc. Le choix d'un restaurant, il était réfléchi aussi, devenir chef d'entreprise en plus de tout ça. Alors, tu as eu le resto. C'était le moins réfléchi. Le moins réfléchi. C'était le moins réfléchi mais ça, c'était plus une volonté de. Alors, à la base, parce que je suis quelqu'un qui aime bien déjà les moments, justement, entre amis. J'aime faire la fête, j'aime partager des bons moments autour de. Toi, tu aurais aimé jouer avec les barjots, en fait. Comment ? Tu aurais voulu jouer avec les barjots plutôt qu'avec les experts. C'est vrai que j'adore. Ah ouais, j'aurais adoré, vraiment. Mais c'est vrai que dans le handball, c'est vrai qu'on se retrouve souvent après les matchs, souvent au VIP ou quoi, mais on aime ces moments de partage. Et du coup, on était à une soirée avec les filles, justement les Espagnols, avec Martha Manguet. Et je dis, ah ouais, mais moi j'aimerais trop avoir un bar, on irait là-bas après les matchs, on ferait la fête. Et en fait, c'est venu comme ça, donc c'était pas très réfléchi à la base. Hein. Donc au final, on en a beaucoup discuté, on a cherché un lieu. Enfin voilà, après, ça a été une vraie création d'entreprise parce que ça a été une création. Avec des statuts déposés, tu as pris un expert comptable, un architecte, tu as monté toute une structure? Voilà, c'est ça, un comptable. C'est un archi qui a fait la déco d'intérieur. Après, on a dû trouver le nom, on a dû trouver une identité graphique. Après, la gestion des réseaux sociaux, c'était nous. Voilà, personnel, enfin, un peu tout de A à Z. Après, aujourd'hui, donc on a changé, donc, ça s'est pas très bien passé. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi vu ce que c'était la gestion d'une entreprise. Bien passé avec tes associés ou parce qu'il y a eu la période Covid et qu'il a fallu aussi revisiter le fonctionnement? Pas du tout, parce que ça s'est fait avant le Covid. Au final, donc, on a eu le souhait de changer d'enseigne. Au final, ça s'est juste bien tombé. C'était le 20 mars 2019, donc ça a été juste 2019, 2020. C'était 2020, Covid. Ouais, 2020. Donc au final, non, c'était plus une mauvaise gestion, donc je dirais financière, mais plus, il y avait trop d'employés, on bossait pas assez, enfin voilà, des choses. Tu as te remémoré les mauvais souvenirs de ton club de Brest au moment du dépôt de bilan? Oui et non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette histoire-là, j'étais pas, enfin, les personnes de l'époque qui étaient à la gestion. Enfin, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, donc en vrai, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a plein d'échos, mais au final, je ne sais pas trop comment ils en sont arrivés là. Donc non, c'est quelque chose
Oh, j'y pense plus à ça. Hein. Je pense qu'on se souvient surtout des bons moments au final. Maintenant, ça s'est transformé en pâte à pizza avec des pizzas dessus. C'est pas très diététique pour les sportifs de haut niveau. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je mange presque jamais là-bas. Mais il y a quand même Il y a des champions, mais je pense à lui, parce qu'on est à la montagne et à Grenoble, il y a Pierrick Bourgeat qui a ouvert un truc qui s'appelle la saladerie avec Jonathan Wisniewski, un rugbyman. Eux, ils sont sur des concepts de salade. Toi, la pizza, ça colle pas avec l'image de la sportive. Ouais, mais bon. Pourtant, c'est festif. C'est vrai que c'est festif. Vous savez, souvent après les matchs, c'est même, moi je trouve ça très dommageable, mais on mange souvent des pizzas. Hein. Ils nous filent des pizzas en déplacement ou des kebabs. Enfin, je trouve ça, oui. Donc, non, au final, les pizzas, c'est vrai que c'est pas très diététique, mais il y a que des bons produits dessus, donc ça va. Et pour les femmes qui aiment pas les pizzas, il y a aussi des salades. Moi, je mange toujours des salades. Donc non, à ce niveau-là, faut aussi se faire plaisir de temps en temps. Tiens, en parlant de, ça me fait la transition, puis après on aura peut-être la parole aux partenaires, parce que ce côté festif, c'est important, et Stéphanie, avec son club, travaille aussi là-dessus pour faire venir du monde dans la salle, pour encourager l'équipe, c'est vrai, mais aussi voilà, créer une vie autour du club, pas juste faire un chèque parce que je suis partenaire, mais donner ce sentiment d'appartenance. La diététique, quand tu es maman, quand tu n'as pas d'horaire très fixe, il faut changer tout le temps. Il y a Olympe à gérer aussi. Là, juste avant la visio, tu as mangé une magnifique assiette verte et blanche de haricots verts et de riz, c'est superbe. Bah oui, oui, complètement. Mais il faut en tant que sportive, on est obligé de vraiment faire attention quotidiennement à ce qu'on mange. Hein. De toute façon, ça c'est indéniable. Après, se faire plaisir de temps en temps, ça, on peut. On a une activité physique telle que de manger une fois de temps en temps, même, je sais pas, un fast-food, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de bien faire à manger. Moi, pour ma fille aussi, hein, donc c'est quelque chose que je fais au quotidien. Tout est une question d'organisation aussi. Voilà. Justement, on est sur l'organisation. Ça me suffit pour toute la semaine. Mais comment? Les deux petites dernières questions, là, juste avant de faire tourner la parole très rapidement, parce qu'on doit te libérer à 13h30, parce qu'après, il y a reprise d'entraînement. Juste le modèle de ta journée. Hier, tu étais encore en Ligue des Champions, en voyage. Allez, c'est quoi? On est, Alors, non, ouais, hier, on a joué dimanche avec l'équipe de France à Toulouse. Donc je suis rentrée hier. Aujourd'hui, donc Toulouse-Brest, on fait comment concrètement? C'est pas si simple. On passe par Paris. Ouais, c'est sûr que Brest, c'est le bout du monde. J'avoue que c'est pas, c'est pas le plus évident pour les connexions. On a la chance d'avoir un jet pour les matchs de Ligue des Champions. Donc ça, c'est top parce que on joue 2 fois par semaine. Donc le mercredi, c'est les matchs de championnat, le week-end de Ligue des Champions. Donc ça nous fait un jour de repos en plus, le fait d'aller en jet privé. On part la veille et on rentre le soir du match. Donc ça, c'est vraiment top. Et sinon, mes journées type, c'est matin, réveil, 8h, petit-déj. J'emmène Olympe chez la nounou. J'ai entraînement à 9h. Tu te réveilles tard, toi, dis donc? Ouais, ça va. C'est vrai, il y a pas de bouchon. C'est cool de ne pas être à Paris. Voilà. Non, je me lève à 8h pour un entraînement à 9h30. La petite, elle se réveille, voilà, 8h, 8h30. Je suis assez rapide, hein, je suis efficace. Donc, je l'habille, la nounou, et après, j'ai muscu le matin. En ce moment, c'est vrai que j'ai un planning assez. J'essaie de jongler entre les deux plannings, donc du hand et des partenaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de partenaires. Donc, et même au niveau. Donc, je travaille avec une agence qui s'occupe de toute la partie justement communication et aussi recherche de partenaires. Donc, au final, j'ai aussi beaucoup de demandes de médias. Donc, souvent, entre midi et 2, justement, soit je mange au resto, justement, j'essaye de faire les deux, donc mixer, je mange au resto avec, je sais pas, j'ai souvent un rendez-vous ou quoi. Ça me permet en même temps de faire le point 10 minutes avant au resto pour voir ce qui va pas. Donc je finis vers 14h, 14h30 et je reprends à 15h. Donc à 15h, en général, séance vidéo. Entraînement à 16h, 16h30, je finis à 18h, 18h30, je cherche Olympe et le soir c'est consacré à ma petite. Donc voilà. Est-ce que tu as le temps d'avoir une activité échappatoire? Pas du tout en ce moment. Alors j'essaye, mais non, j'ai pas beaucoup de temps, non, c'est vrai.
Alors, j'essaye de garder mon jour de repos, si j'en ai un dans la semaine, parce que des fois, il n'y en a pas. Mais quand j'en ai un, j'essaye de le garder en repos. Donc, je ne mets rien dessus pour justement aller à la plage, profiter plus de choses, de la nature. Voilà. Sinon, j'aime bien, enfin, je fais aussi beaucoup de travaux chez moi. Voilà, je fais beaucoup de choses, donc j'essaie de Un profiter. mot sur ton rôle de marraine avant de donner la parole à nos invités partenaires. T'es marraine de quoi, très exactement? Alors, après, je suis marraine de plein de choses, parce que c'est vrai que ce qui est top, c'est qu'on peut être marraine de plein de choses. Après, j'aime bien donner un peu de temps. Donc, aujourd'hui, je suis surtout marraine de Match for Green. Donc, c'est une association qui a pour objectif de surtout sensibiliser les acteurs du sport à une pratique plus responsable. Donc, c'est pour voilà, essayer de consommer mieux, trouver... Avec le RSE, ça fonctionne aussi à Massy. Ils travaillent dessus, bien évidemment. Des éco-cups pour être responsable, etc. Oui, tu as conscience qu'il faut faire quelque chose. En plus, tu as ce côté un peu militante, c'est un peu violent. Tu n'es pas non plus le point serré, porte-drapeau. Mais voilà, au-delà du rôle d'égérie, tu as envie de porter des messages avec du sens. Ouais, complètement. Pour moi, c'est important de faire des choses qui ont du sens pour soi. Et c'est toujours plus simple de porter des messages qui nous parlent que des messages qui ne nous parlent pas, tout simplement. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important parce que pour ma fille, surtout, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, on a envie de faire un petit quelque chose. Et comme on a quand même une petite notoriété, de porter des messages comme ça qui nous tiennent à cœur, on sait qu'il y aura au moins un petit impact pour certaines personnes, donc c'est important. Le deuxième enfant, on est d'accord, c'est forcément après Paris 2024, là le timing il est trop serré. Oui, complètement. Ouais. Aujourd'hui, non, je mets... de toute façon, papa, il ne sera pas d'accord de garder 2 pour la prépa olympique. Ça, c'est un défi, parce qu'il n'y a pas beaucoup des championnes de haut niveau qui ont 2 enfants. Ça, je suis par contre. Alors, non, il n'y en a pas beaucoup. Sauf quand tu as des jumeaux. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a quand même. Parce que femme de défi, là, c'est la célèbre appellation des joueuses de l'équipe de France. Mais ça, c'est un vrai défi après Paris. Tu me lances un défi, c'est ça? Tu es en train de me lancer un défi? Moi, c'est terminé pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait, moi. Attention, Olivier, il va venir et il va s'énerver. Surtout pas qu'il regarde ce webinaire. Mais non. Olivier, on t'embrasse. Non, je vais attendre après Paris, ça c'est sûr. Enfin, après Lille. Du coup. Ça te fait rêver, Paris 2024, c'est le rendez-vous de ta carrière aujourd'hui? Ouais, complètement, ça me fait rêver parce que... Côté championne olympique, championne du monde, vice-championne d'Europe, il y a plein de médailles, des titres et tout. Paris 2024, j'imagine, pour une athlète de haut niveau, et même Stéphanie, tu vois, elle regrette d'avoir été championne trop jeune finalement. C'est sûr, ça fait rêver. Surtout après ce qu'on a vécu en étant championne olympique à Tokyo. On a vécu ça au milieu du Covid, donc c'est vrai que... Les médailles à Rio, en plus, il y a une vraie continuité, attention, c'est pas le fait du hasard. Complètement, et on sait qu'on a les capacités de gagner une nouvelle médaille d'or, donc si on met toutes les chances de notre côté, on a de grandes chances de le faire, et de le faire à Paris en plus, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça c'est vraiment ça, ce sera à Lille. Donc, je le rappelle. Ce sera donc le handball, ce sera à Lille. Et ce sera à Lille. Même la finale, tu seras championne olympique éventuellement des Jeux Olympiques de Paris à Lille, comme dirait Richard. C'est quand même fou, mais non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera dans le stade Pierre-Monroy, donc on va pouvoir accueillir 26 000 personnes, donc ça va être énorme. Quand je vois ce week-end, on a Jean-Pierre Lepointe, attention, Jean-Pierre Lepointe qui rôde, il est dans l'organisation là-bas. Ouais. Lepointe. Mais ça ne te parle pas, c'est plus les garçons et les barjots et tout ça. Merci Cléo, merci beaucoup Cléopâtre. Qui veut poser une première question à notre reine Cléopâtre, sachant qu'à 13h30, on lui a promis de la libération. Alors, parler sans crainte. S'il n'y a pas de questions, c'est Stéphanie qui prendra la première question. Il y a monsieur Villers-Romain qui a levé la main. Allez, bonjour à tous. Merci de me laisser la main. Donc, je m'appelle Romain et j'ai créé une société qui s'appelle New Heroes, qui a pour ambition de révolutionner l'après-carrière des sportifs de haut niveau. Alors, j'ai 2 petites questions rapides pour toi, Cléopâtre. La première, c'est est-ce que tu as déjà pensé à ton après-carrière? Je sais qu'il y a déjà des objectifs bien avant ça, mais est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de faire derrière le hand?
Et la deuxième, c'est voilà, quel poids tu donnes justement à cette reconversion? Est-ce que tu penses qu'il faut l'anticiper assez vite, au-delà du parcours scolaire que tu as évoqué tout à l'heure, l'idée d'un métier? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le faire en parallèle de son cursus ou voilà, quelle est ton opinion? Merci. Alors oui, j'y pense énormément. C'est quelque chose qui est toujours dans ma tête. Après, outre le fait d'y penser, penser, des fois, ça permet pas d'avancer forcément. Donc oui, pour moi, c'est très important Pour moi, une carrière réussie, c'est une carrière justement qui se finit avec quelque chose, avec une bonne reconversion tout de suite. Parce que pour moi, on peut avoir une bonne carrière et au final s'arrêter et ne rien avoir pour l'après-carrière, ça peut devenir très, très difficile. J'ai beaucoup d'exemples de joueuses justement qui ont une très belle carrière, mais qui n'avaient pas du tout anticipé la reconversion et qui aujourd'hui sont, pour pas être vulgaire, dans la merde. Enfin, vraiment, c'est assez compliqué. Donc pour moi, c'est primordial de s'y prendre tôt, le plus tôt possible. Après, dans mon cas, c'est vrai que j'ai commencé des démarches, mais on a tellement de choses que je trouve que c'est compliqué de vraiment se mettre à fond dans justement la reconversion parce que on a des plannings tellement chargés que c'est compliqué et encore plus quand on ne sait pas exactement quoi faire parce que là moi aujourd'hui c'est plus un bilan de compétences par exemple que je suis en train de faire mais là aujourd'hui je repousse parce que je sais que de toute façon j'arriverai peut-être pas forcément à aboutir à quelque chose. Et du coup, je sais que j'ai d'autres choses avant à gérer et du coup, je remets ça au lendemain. Après, je sais que je vais m'y remettre, mais pour moi, c'est quelque chose d'hyper angoissant. Tu fais du vélo, Cléopâtre? Comment? Tu fais du vélo? Du vélo? Oui. Du vélo, oui. Ah, mais au pire, tu pourras livrer tes pizzas en vélo. C'est juste ce que je voulais dire. Non, mais je sais que non, si vraiment j'ai rien, je sais que je peux bosser. Enfin, je vais trouver quelque chose. Si Mais tu n'avais pas été sportif de haut niveau, Cléopâtre, tu avais une idée de ce que tu voulais ça, faire? Non, mais si ça n'avait pas basculé sur le hand pro, tu avais une idée quand même, un rêve particulier de jeune fille? Pas tant que ça. Alors, j'aimais tous les métiers qui tournaient autour du sport. Enfin, donc, à la base, je voulais être prof de sport. Après, je voulais être kiné. Donc, à 18 ans, j'ai fait une prépa kiné quand même. Il y a 3 ans, j'ai repris mes études. J'ai essayé de reprendre mes études en STAPS, justement pour. Oui, est-ce que tu devais t'ennuyer? On a vu dans ton agenda, c'est sûr. Voilà, je m'ennuyais un peu. Donc, j'ai repris STAPS pour faire une première année, pour valider une première année pour aller en kiné. Mais bon, là, à l'époque, c'était mon club qui a dit, ils m'ont dit stop. Donc, ils ont dit non, on n'est pas d'accord que tu fasses tes études en même temps. Alors qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de joueuses qui font des études en parallèle. Alors, c'est plus des cours par correspondance. Donc, les clubs ne sont pas forcément au courant. Mais pour moi, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu dire OK, j'arrête. Ça me paraît fou, mais bon. Allez, une personne a levé la main, je ne sais pas qui c'est. Oui, Franck Olivero, bonjour. Bonjour. Bonjour Cléopâtre et merci au nom du Massy Essen Handball d'être présente. J'ai une question en fait que j'avais préparée sur votre passage à Viborg au Danemark et puis j'ai vu que Grégoire de Rofinac, le président du Massy Essen Handball, a posé une question aussi. Je me posais la question à savoir ce que vous aviez retenu de ce passage au Danemark. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous utilisez encore aujourd'hui dans l'approche du sport? Et puis il y avait la question de Grégoire, est-ce que le rôle de la femme justement dans le cadre du handball est différent au Danemark qu'en France? Oui, alors ce que j'ai retenu, c'est surtout tout l'aspect en fait organisationnel autour du handballeur, de la handballeuse. Parce que du coup, bon après, la chance qu'ils ont au Danemark, c'est que le pays est petit. Donc tous les déplacements se font en bus. Il y a 2 heures de bus ou voire une demi-heure, 3 heures. Le plus gros déplacement, c'était Copenhague, donc il y avait 4 heures de bus. Mais en gros, tout était fait pour qu'on qu'on pense qu'au handball. On allait au match, il y avait tout le repas dans le bus, voilà. Les entraînements donc, se passaient dans la même salle. On avait une salle de muscu juste à côté. On avait un restaurant dans la salle. Donc il y avait des gens. En fait, ils avaient très bien organisé parce qu'au final, ça appartenait. Alors je ne sais pas si ça appartenait au club, mais en tout cas, il y avait un restaurant où des personnes extérieures pouvaient venir manger. Et nous, en fait, on allait aussi manger à midi. Donc c'est vrai que ça enlevait tout ce truc de voir. Bon, déjà, on mangeait bien aussi, mais aussi toute l'organisation de devoir faire à manger à la maison. Donc c'est vrai que c'était hyper pratique.
Et aussi, il y avait le fait qu'on mangeait tout de suite après un entraînement, et on sait que c'est important d'avoir un apport juste après la pratique, dans la demi-heure qui suit. Donc je retiens vraiment ce côté où ils étaient vraiment au taquet, même juste après l'entraînement. On avait une personne, ils appelaient ça la maman de l'équipe, qui était toujours avec nous, qui nous emmenait à manger juste après l'entraînement, des fruits, des machins, et elle s'occupait un peu de tout, quoi. Et ça, je trouve qu'on n'a pas en France. Même si on pourrait le faire nous-mêmes aussi, on n'a pas forcément besoin d'avoir une maman. Mais on t'appelle maman sur le terrain? Comment? On t'appelle maman sur le terrain, tes coéquipières, pour te chambrer un peu? Alors, en équipe de France un peu, mais c'est parce qu'il y a vraiment des bébés aujourd'hui. Là, je me suis rendu compte que j'avais des filles qui avaient 14 ans de moins que moi. Là, je me suis dit, quand même, là, je commence à me faire vieille. Mais ouais, c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est ça, quoi. Et on devait aussi entraîner les jeunes. Ça, c'était obligatoire. C'était dans nos contrats. On avait 1 heure d'entraînement par semaine. Donc moi, j'allais, c'était les mardis, entraîner les petits jeunes, donc en danois, anglais. Ils comprenaient tous l'anglais en plus. Ça, c'était impressionnant. Donc ça, je trouvais vraiment top. Et voilà. Et ensuite, le rôle de la femme, ce que je trouvais également top, c'est que c'était un club masculin et féminin. Donc il y avait des garçons qui jouaient aussi en première division. Et au final, nous, on jouait avant les garçons ou vice-versa. Les matchs étaient télévisés, que ce soit les matchs d'hommes ou femmes sur la même chaîne, le même nombre de matchs. Ça, il n'y avait vraiment pas de différence à ce niveau-là. Jolie parité. Ouais, et il y avait aussi dans la direction, il y avait beaucoup de femmes aussi. Ça, je trouve que... Que fait. Regarde, à Massy, ils ne sont pas fous. Ils ont pris Stéphanie aussi pour diriger le club. C'est notre côté danois, Massy, oui. Ça doit être ça. Allez, non, mais c'est un club masculin quand même. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bien une fille. Donc, c'est quand même super. Mais je trouve que ça manque, nous, plus dans le handball féminin. Il y a très peu de femmes au final qui sont dans les directions, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait changer. Stéphanie, son surnom dans le handball masculin, c'est la Dame de Fer, c'est Margaret Thatcher, c'est une poigne monstrueuse. Peut-être pas. Je crois qu'il y a une dernière question et on va te libérer vraiment à l'heure, promis. Dernière question. Carole Mossan. Bonjour. Carole. Oui. Alors, vous avez coupé votre micro. Voilà, je le remets. Voilà, c'est pas assez. Bonjour Cléopâtre. Bonjour. Juste une petite question sur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de sportifs professionnels qui commencent à parler ouvertement d'épuisement professionnel ou de burn-out ou de moments plus intimes liés à la femme, en fait, qui restent un peu tabou. Quel est votre regard avec quasiment 15 ans d'expérience entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui? Pensez-vous que la parole soit vraiment libérée sur ces deux aspects? Voilà. Merci. Oui, je pense que la parole est plus libérée. C'est quelque chose, mais même dans le monde, pas que sportif, je trouve qu'on commence à parler plus librement de ces choses-là, parce qu'avant, c'est quelque chose qui, par exemple, le burn-out, c'est quelque chose qui limite, qui n'était pas diagnostiqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Et je pense que c'est vraiment important, parce que dans le sport, on se rend compte que il y a le côté burn-out, mais il y a aussi il y a plein d'autres choses qui sont tabous, qu'on n'ose pas dire en tant que femme. Voilà, des questions aussi d'harcèlement, ça on voit beaucoup plus de femmes qui en parlent. Et je pense qu'aujourd'hui on commence à se rendre compte aussi de nos droits, je dirais, ou de ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Moi, quand j'avais 18 ans, du coup, quand j'étais mes premières années pro, aujourd'hui, j'accepterais pas du tout ce que j'ai pu accepter quand j'avais 18 ans. Il y a des choses inacceptables. Et je pense que... Alors, soit des phrases déplacées? Oui, par exemple. Des phrases déplacées, des comportements déplacés. Oui, Steph, je vois aussi les yeux, mais c'est vrai. Et au final, c'est grave. Mais après, on a toujours... aujourd'hui, donc, je pense que c'est aussi du fait de notre âge qu'on ose plus dire les choses, qu'on voit plus au final les choses. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui seraient peut-être quand même plus à même d'en parler.
même si je pense que c'est aussi dû à l'âge, parce qu'à 20 ans, quand on a un contrat pro, on se dit on doit plus être reconnaissante en fait du fait d'avoir un contrat, quoi. On se sent pas légitime au final de parler. Et je pense que c'est aussi pour ça que le sport féminin n'est pas assez, qu'on revendique pas assez de choses, parce qu'on se sent pas légitime jusqu'à un certain âge, et que par exemple les hommes, je dirais leur force, c'est qu'ils arrivent à jouer à très haut niveau plus longtemps. Par exemple, on voit en équipe de France, Nicolas Karabatic, il a 38 ans, je crois. Donc c'est un des plus vieux. Il y avait Omeyer, il a arrêté l'équipe de France à 40 ans. Pour les joueuses de handball féminin, c'est 35 le max. Donc il y a quand même 5 ans pendant lesquels tu vas pouvoir plus défendre tes droits, alors que nous, les femmes, c'est vrai qu'on arrête beaucoup plus tôt. Et je trouve que c'est les joueuses, au final, qui ont le plus d'expérience, qui commencent à vraiment revendiquer des choses. C'est pas quand on est jeune qu'on va revendiquer quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je vois une grosse différence, et je pense que... Voilà. Par contre, je pense que ça peut continuer, ces différences-là. Enfin, elles vont rester, mais il faut que les femmes, voilà, on continue, peut-être aussi après notre carrière, qu'on reste un peu dans le milieu du sport, comme elle fait Steph, par exemple. Mais c'est vrai que souvent, on va vers d'autres milieux. On reste pas souvent, je trouve, dans notre sport de prédilection. C'est dommage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai un peu... Oui, mais après, tu as élargi et tout. 13h30, on va te chasser dans quelques instants, mais tu nous fais une petite conclusion sur ce rendez-vous d'1 heure, voilà, en cette journée particulière, journée de la femme, avec ce parcours qui est très riche, très, très inspirant. J'aimerais quand même juste avoir l'opinion de Stéphanie, qui nous reparlera aussi du rendez-vous de 18h, où il y aura plus d'hommes, il y aura que des femmes, avant le match de 20h30. Mais Stéphanie, toi qui connais super bien Cléopâtre Darleux, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert, ou une approche qui t'a un peu surprise, pourquoi pas? Non, parce que je la connais très bien. Ce que je trouve, c'est on sent que c'est une femme épanouie et puis qui a une grande confiance en elle, et elle sait où elle va et ce qu'elle fait, et qu'elle a une maîtrise aujourd'hui de l'avenir qu'elle veut pour elle et pour le futur. Et c'est vrai que quand elle dit, effectivement, à 20 ans, on disait oui, et puis je me retrouve très bien à avoir subi des mots de masculin en disant, mais de toute façon, on est des naïves, donc c'est normal, c'est la chance, on a la chance qu'on s'intéresse à nous. Oui, sans pour autant, je tiens à apprécier quand même, sans extrapoler, hein, attention. Non, sans extrapoler, mais c'est vrai que j'acquiesce la maturité qu'on a pris entre nos 20 ans et aujourd'hui. Donc, c'est une belle évolution. Et on ne referait pas les mêmes choses. Et Carole, ta question, elle était vraiment pertinente parce que ça nous permet de faire aussi un feedback et de faire le point et de se dire, ouais, effectivement, on a avancé, heureusement, mais des fois, on voudrait retourner dans le passé pour se dire, non, j'accepte pas ça. Sans aller trop loin, parce qu'après, il ne faut pas non plus interpréter tout. Juste une conclusion, Cléopâtre, sur le moment qu'on vient de partager ensemble avec les partenaires du club de Massy. Ouais, déjà, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi, Steph. J'espère que vous allez gagner déjà ce soir. Hein. C'est important, je vois, pour vous. Merci aussi, Steph, de parler des femmes, du handball féminin. Je pense que c'est important. On peut faire plein de bonnes connexions avec le handball masculin. Je trouve qu'on ne le fait pas assez au final. Donc c'est top, et voilà, c'était vraiment, j'ai passé un bon moment pendant 1 heure, donc merci à toi, Christophe, aussi de cette... On a déjà fait des interviews ensemble, mais ça marche bien. Au ski, donc voilà, c'était un plaisir. On va y aller, il fait super beau, il faut que je vous abandonne. Merci en tous les cas, Cléopâtre. Stéphanie, un mot sur l'organisation de ce soir pour le club de Massy, puis on libère Cléo, bien évidemment, pour reprendre le cours de sa vie. Je me la coule douce et tout. Oui, comme je disais, ce soir, du coup, on a organisé une table ronde avec des femmes d'exception, dont la maire de Longjumeau, vice-présidente du conseil départemental. Il y aura aussi la présence d'une avocate qui est aussi présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Et on aura aussi la directrice des nouveaux modèles, notamment sur le RSE, RSO, d'Harmonie Mutuelle, qui sera présente, qui sera
présente, et Karine Baillet, qui est conférencière et qui est vice-championne du monde de raid. Donc, on aura l'honneur de les recevoir ce soir, justement, sur les femmes et l'ambition au féminin. Et puis, s'en découlera du match. Alors, on espère la victoire. Hein. Là, c'est la guerre. Ils sont pas fiables, attention, ce sont des garçons. C'est des garçons, exactement. Mais je sais qu'ils auront à cœur de défendre les couleurs du Massy Essen Handball. Donc, ce serait une belle fête. Parfait. Merci beaucoup à Stéphanie. Merci encore une fois, Cléo, d'avoir pris du temps dans ton agenda de ministre. Oui. J'espère, vous, partenaires de Massy, vous verrez peut-être aussi ce rôle de maman, de femme engagée, de championne de haut niveau, avec encore un rêve olympique à Paris 2024, avec un œil un peu différent, et voir que derrière le côté brillant d'une médaille, il y a beaucoup de dur labeur et pas de sacrifice, mais de concessions à faire pour y arriver. Merci et je vous souhaite effectivement une belle journée de la femme, mesdames. Et puis pour ce soir, un gros match. Allez, merci bien. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous.